Dans cette vidéo, nous allons voir les propriétés CSS les plus importantes, notamment, mais pas uniquement en ce qui concerne le positionnement des éléments, les marges, les bordures. Alors le positionnement par défaut des éléments, c'est ce qu'on appelle le positionnement statique, c'est-à-dire que le navigateur va positionner les éléments en fonction de leur ordre d'apparition dans le code HTML de la page, tout simplement. Et puis bien sûr aussi en fonction de leur type, block level ou inline. Alors je vous rappelle qu'un élément block level, ça se comportera comme un bloc, avec un saut de ligne avant et après. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de nos balises div qu'on a ici dans notre exemple, donc on a deux balises div qui sont rendues par deux lignes séparées dans le rendu HTML du navigateur. Et puis un élément inline, ça se placera dans le fil du texte. On a ici par exemple un élément span qui est par défaut inline et qui est rendu par du texte qui s'insère dans la ligne sans qu'on voit même qu'il y avait un élément span à cet endroit. On peut spécifier en CSS une position relative, c'est-à-dire en décalage par rapport à ce qui aurait été le positionnement par défaut. C'est ce qui est permis par l'attribut position et qui est souvent associé à bottom, top, left et right. On va voir des exemples. Alors par exemple ici à gauche, on a en HTML deux éléments span avec une classe haut et une classe bas. Et donc le but c'est de surélever un petit peu le texte de la classe haut et d'abaisser un petit peu le texte de la classe bas. Alors à la classe haut, on donne une position relative à 8 pixels au-dessus de la ligne. Et à la classe bas, on donne une position toujours relative à 8 pixels en dessous de la ligne. Et donc voilà ce qu'on obtient avec du texte de la classe haut qui est surélevé, donc de 8 pixels, et puis le texte de la classe bas qui est en revanche abaissé. Le positionnement absolu, lui, c'est un positionnement arbitraire qui ne tient plus compte de l'ordre dans le code HTML de la page. Ici, on a une classe menu à gauche et une classe contenu. Alors, on positionne la classe menu de façon absolue cette fois, donc position absolue, avec 10 pixels du haut de la page, donc du bord haut, 10 pixels de la gauche de la page, grâce à l'attribut left. Et puis de l'autre côté, on positionne la classe contenu avec encore une fois la position absolue, et cette fois on le place à 10 pixels du bord bas, bottom, et 10 pixels de la droite de la page avec l'attribut right. Donc voici le rendu qui correspond à ce que je viens de donner. Donc on a le menu de la classe menu qui est tout en haut et le menu de la classe contenu qui est tout en bas. Alors petite remarque, même si on aura l'occasion de parler des dimensions dans une autre vidéo, alors il y a plusieurs façons de représenter une dimension. Ici on parle en pixels, mais dans beaucoup de situations ce sera préférable de parler en pourcentage. Si on exprime une dimension en pourcent, on s'adapte à la dimension de l'élément qui contient notre élément courant. Donc si je dis 10%, ça veut dire 10% de la taille de l'élément courant. Donc soit la largeur, soit la hauteur, selon si on parle de largeur ou de hauteur. De cette façon, les dimensions pourront s'adapter à la taille de la page ou à la taille de l'écran, ce qui permet en général une meilleure expérience pour l'utilisateur. Alors on n'a pas que des pixels et des pourcents, on a d'autres types de dimensions à notre disposition. Par exemple, on peut spécifier une dimension en nombre de caractères, ou bien aussi en millimètres ou en centimètres. Alors ça, c'est pas pour l'écran, mais c'est pour l'impression sur papier. Ça peut être utile. On reviendra sur... Alors, deux remarques au sujet du positionnement absolu. La première, c'est que, comme j'ai déjà dit, l'ordre des éléments dans le code source de la page HTML n'a plus d'importance. Autrement dit, si j'inverse les deux éléments div de cette page, c'est ce que j'ai fait ici, donc on voit que jusqu'à présent on avait le menu puis le contenu, et puis là j'ai inversé, j'ai mis d'abord le contenu et ensuite le menu. Et bien dans ce cas-là, le rendu du navigateur ne change pas, c'est-à-dire qu'on a toujours le menu en haut à gauche comme c'est indiqué par le CSS, et puis le contenu en bas à droite, bien sûr. La seconde remarque, c'est que le positionnement des autres éléments n'influe pas sur le positionnement des éléments qui ont un positionnement absolu. Et vice-versa, c'est-à-dire que les éléments absolus n'influent pas sur le positionnement des autres éléments. Alors, je prends juste un exemple.
Ici, j'ai rajouté une balise div qui contient un texte relativement long, j'ai pas tout mis. On le retrouve dans le navigateur, ce texte, et ce qu'on voit, c'est que la balise se superpose à la balise de menu. La conséquence de cette remarque, c'est qu'il est compliqué de mélanger dans un même élément à la fois du positionnement statique, du positionnement relatif et du positionnement absolu, parce qu'on risque fort de se retrouver avec ce genre de chevauchement qui, en général, n'est pas souhaitable. Et puis enfin, la position fixed, c'est un comportement proche de la position absolute, c'est-à-dire que la position est arbitraire, elle est fixée de façon absolue, de façon indépendante de l'ordre des éléments et de façon indépendante de la position des autres éléments. Tout ça, c'est la même chose que pour la position absolute. Alors en revanche, alors que la position absolute indique les coordonnées par rapport au bord de la page web, la position fixed, elle indique des coordonnées par rapport au bord de la fenêtre. Donc pour voir la différence, alors imaginons qu'on a une page web assez grande pour nécessiter une barre de défilement, une scroll bar. Donc là on dit qu'il y a débordement, on en parlera plus loin. Avec les barres de défilement, on peut descendre dans la page web pour voir le contenu qui déborde. Bon. Si un élément est en haut à gauche avec un positionnement absolu, lorsqu'on va faire défiler la vue, lorsqu'on va scroller en bon français, l'élément il va rester accroché à la page, et donc il va disparaître vers le haut, tandis qu'un nouveau contenu va le remplacer. En revanche, si le positionnement est fixe, alors là l'élément il reste accroché à la fenêtre elle défile pas, et donc l'élément ne va pas bouger, même si le contenu autour défile. Donc ça c'est un comportement qui peut s'avérer très utile quand on souhaite qu'un menu soit visible en permanence, par exemple, tandis que tout le reste défile autour du menu. Passons maintenant aux marges et aux bordures, et voyons surtout ce schéma qui est très important et qui va nous permettre de bien comprendre le comportement de nos règles CSS et le comportement des deux types de marges, les marges internes et les marges externes. Alors, si vous découvrez ce concept, vous allez peut-être avoir l'impression que je coupe les cheveux en quatre et que tout ça va pas être bien utile en pratique, mais détrompez-vous parce qu'il s'avère qu'on se sert beaucoup des différences entre les marges internes et les marges externes et que c'est assez important de bien les comprendre. Alors ici, on a un élément HTML, n'importe lequel, par exemple une div. On voit ici 3 boîtes encastrées les unes dans les autres qui représentent donc ma div. Alors ici, on a la bordure de l'élément, qu'elle soit visible ou pas d'ailleurs. Et ici, on a le contenu en rouge. Alors bien sûr, on a besoin d'avoir un espacement d'une part entre le contenu et la bordure, sinon la bordure masquerait le contenu, et puis d'autre part entre la bordure et le reste des éléments, sinon les éléments seraient collés les uns aux autres et ce serait moche. Donc l'espace entre le contenu et la bordure, c'est ce qu'on appelle le padding, c'est la marge interne, et l'espace entre la bordure et le reste du monde, c'est la marge externe, c'est l'attribut margin. Alors attention, quand on spécifie les dimensions d'un élément avec les attributs height pour hauteur et width pour largeur, il s'agit des dimensions au niveau de la bordure, ce n'est pas les dimensions du contenu. Ça peut vous jouer des tours éventuellement lorsque vous calculerez la structure de vos pages. Alors avant de voir des exemples de tout ça, voyons les attributs associés. D'abord pour la taille, donc height pour la hauteur et width pour la largeur. Et on a min height, max height et min width, max width qui permettent d'avoir des éléments de taille variable qui s'adaptent à leur contenu, tout en ayant une taille minimale et maximale. Par défaut, si on ne met pas ces valeurs, la taille de la balise s'adapte à son contenu. Si on met une taille maximale, par exemple, et si le contenu de l'élément dépasse la taille maximale, alors on dit qu'il y a débordement, et on verra plus tard comment on gère ça. Pour les bordures, on a l'élément border, et on peut aussi tracer une bordure uniquement à gauche, uniquement à droite, uniquement en haut, uniquement en bas, donc avec border left, right, top et bottom. On verra les valeurs associées à ces attributs dans les exemples qui viennent. Et enfin, pour les marges externes et internes, c'est la même chose, on peut spécifier des marges différentes pour chaque bord de l'élément. Alors on peut utiliser une règle pour chaque côté, margin top, margin right, bottom left, et la même chose pour padding. Mais on peut aussi factoriser en quelque sorte et indiquer les 4 dimensions dans l'attribut unique, margin ou padding, en mettant les 4 dimensions dans cet ordre. Alors si on construit un exemple pour cette histoire de marge, reprenons un petit peu notre menu et notre contenu. Donc le menu est placé à gauche toujours et on lui donne un padding top de 30 pixels.
d'accord, qu'on va retrouver dans cette marge-là. C'est une marge interne de 30 pixels. Et donc, l'espace de 30 pixels se situe entre la bordure et le contenu. Pour la balise de contenu, justement, donc la classe contenu, on spécifie ici une marge gauche de 15%, ce qui correspond à cette marge ici. Et puis enfin, vous remarquerez cette petite marge ici. A priori, on n'a pas demandé cette marge dans le code CSS. Justement, on n'a rien demandé et c'est donc la marge par défaut du navigateur qui s'applique. Donc si on ne souhaite pas de marge, c'est ce qu'il faut retenir, si on ne souhaite pas de marge, si on souhaite une marge de 0, il faut le spécifier explicitement. Sinon, c'est le navigateur qui décide quelle marge il va y avoir entre le bord et les éléments ou bien entre les éléments. Alors, une petite remarque, lorsque vous débutez, et puis même plus tard en fait, lorsque on manipule beaucoup d'éléments avec une structure un petit peu complexe, ce qui est souvent pratique, c'est de donner une bordure visible aux éléments, comme je l'ai fait ici, temporairement, hein, pour bien comprendre comment ils se placent dans la page et les uns par rapport aux autres. Ensuite, quand on est bien sûr d'avoir ce qu'on souhaitait, on supprime les bordures si c'est ce qu'on veut. Alors voyons maintenant des exemples pour les bordures. Alors qu'est-ce qu'on a ici à gauche pour le code HTML? On a 3 divs membres de 3 classes différentes, I1, I2, I3. Et à droite, on découvre les attributs, les 3 attributs pour les bordures. On a border style, border color, border width. Alors border style, c'est pour le style de la bordure. Border color pour la couleur. Border width pour l'épaisseur de la bordure. Et puis ce qu'on voit, c'est que I1 a une bordure avec des petits points, donc dotted, de couleur grise et fine. I2 a une bordure avec des tirets de couleur bleue et d'épaisseur moyenne, médium. Et puis I3 a une bordure avec un trait continu de couleur rouge et épaisse. Alors, quelles sont les valeurs possibles pour ces attributs? Pour le style de bordure, les voici, avec en particulier None, ce qui est l'absence de bordure visible, c'est ce qui est par défaut. Solid, c'est un trait continu, etc. Donc le mieux, c'est que vous jouiez un petit peu avec ces attributs de votre côté. Pour border color, on met des couleurs, on verra ça tout à l'heure. Et pour border width, on peut mettre thin, medium ou thick, comme on l'a vu. Mais on peut aussi mettre une dimension classique, par exemple en pixels. Alors quelques règles spécifiques aux bordures des tableaux maintenant, en particulier on a ici border collapse. Alors border collapse qui peut prendre les valeurs separate ou collapse. Separate, ça garde une séparation entre les bordures du tableau lui-même et les bordures des cases, comme on le voit ici. Donc ici ce qu'on a en bas, c'est pas une bordure double, mais on a la bordure du tableau à l'extérieur et la bordure des cases à l'intérieur. La valeur collapse, elle conduit à la fusion des bordures, comme on le voit dans le tableau qui est juste au-dessus. Alors, border spacing, c'est l'espace entre les bordures et le contenu. C'est un peu l'équivalent de padding pour les tableaux. Et puis, là, on a l'attribut empty cell. Par défaut, les cellules vides sont masquées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de bordure. Mais si on met cet attribut empty cell à show, comme ici, alors on voit les bordures vides. Et puis, dernière remarque, on peut factoriser les valeurs border width, border style et border color avec l'attribut border tout court qui contient les 3 éléments. Donc c'est un peu de la même façon qu'on peut factoriser l'élément margin, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors pour terminer sur les tableaux, on a ici l'attribut caption side, avec pour valeur soit top, soit bottom, qui permet de dire si on souhaite que la légende se situe au-dessus ou en dessous du tableau. Donc soit en dessus, soit en dessous. On note ici le comportement par défaut pour les cases vides, dont j'ai parlé à la diapo précédente. Dans la diapo précédente, on avait mis show pour empty cells, l'attribut empty cells. Et ici, on voit que cet attribut n'est pas renseigné, donc la valeur par défaut, c'est qu'on ne voit pas les bordures des cases vides. On a déjà vu plusieurs commandes pour le formatage des textes. On reprend tout ça, on a déjà parlé de color pour la couleur du texte, de text align
pour la justification, centré à gauche ou à droite. On a déjà parlé aussi de text decoration, donc ça sert à souligner, à surligner du texte ou bien à barrer du texte. Ensuite, on a text transform, donc dont on n'avait pas encore parlé. Ça permet de faire passer du texte soit complètement en majuscule, soit complètement en minuscule, soit de capitaliser le texte, c'est-à-dire d'ajouter une majuscule aux initiales de chaque mot. Et puis enfin, on a text indent, donc pour spécifier une indentation du texte, c'est-à-dire l'espace entre la première ligne du texte et le bord, ce qui peut être une dimension positive ou négative d'ailleurs. Et puis encore une fois, on verra dans une autre vidéo les détails concernant l'expression des dimensions. On achève cette longue litanie d'attributs CSS avec les éléments concernant la visibilité. Par défaut, bien sûr, un élément est visible, mais on peut le masquer avec l'attribut visibility hidden. Dans ce cas, on ne verra plus l'élément, mais il occupera toujours la place qu'il occupait quand il était visible. Alors si on veut que l'élément disparaisse complètement et libère la place qu'il occupait, on utilisera plutôt display avec la valeur known, et là, ce sera comme s'il n'existait pas. Alors, si vous vous demandez à quoi ça peut bien servir d'avoir un élément HTML qui est dans le code mais qu'on décide de cacher, n'oubliez pas que le contenu et le rendu d'une page peut être rendu dynamique, notamment et en particulier avec du JavaScript. Et que le masquage d'un élément peut être une réaction à une action de l'utilisateur. Alors on verra JavaScript plus tard, mais si vous prenez des exemples dans les sites web que vous connaissez probablement ces menus sur lesquels on passe la souris et ça déroule les sous-menus. Ou alors les petits boutons plus qui permettent d'afficher du contenu supplémentaire, qui se transforme en moins et qui permettent d'enlever ce contenu supplémentaire. C'est en utilisant ces attributs, display ou visibility, qu'on peut faire ce genre de choses. Et puis enfin, on a déjà parlé du comportement par bloc ou bien inline. Alors chaque balise a son comportement par défaut. Par exemple, div c'est un bloc, span c'est inline. Mais si on veut changer ce comportement par défaut, on utilise display block ou bien display inline. La prochaine vidéo, ce sera l'occasion de voir quelques propriétés supplémentaires, un peu moins importantes peut-être, mais tout de même très utiles, et puis aussi de parler de flottement et de règles de cascade. On parlera aussi de la façon d'appliquer des propriétés différentes selon le type du média, c'est-à-dire selon si on a affaire à un écran d'ordinateur, un téléphone portable, une imprimante, ou alors selon la résolution de l'écran, ou alors la taille de l'écran de l'utilisateur.